Bonjour à tous. Nous allons commencer le webinaire. Il est 9h30, donc je suis heureuse au nom de l'ITAVI de vous accueillir ce matin pour notre webinaire Innover dans l'accompagnement de la réduction des antibiotiques en élevage autour du projet Disarm. Disarm, c'est un projet autour de l'antibiorésistance que vous découvrirez un petit peu plus en détail tout à l'heure et auquel l'ITAVI participe. Et la communication des résultats de ce projet nous a donné l'occasion de monter un webinaire avec également d'autres résultats de projets sur lesquels nous travaillons. Tout autour du thème de l'antibiorésistance, car c'est vraiment un enjeu majeur à l'heure actuelle. Les infections dues à des agents infectieux résistants pourraient redevenir en 2050 l'une des premières causes de mortalité dans le monde si on ne fait rien pour lutter contre l'antibiorésistance. Heureusement, beaucoup de mesures ont été prises, pour, accompagner les éleveurs en particulier à réduire, leur, utilisation d'antibiotiques et concrètement, on a travaillé, sur, différents, leviers. Il a fallu d'abord lever les barrières au changement lorsque dans les élevages, les habitudes, existaient d'ouvrir le parapluie et de donner l'illusion d'un confort en dépit de pratiques d'élevage, pas forcément, toujours, optimum et puis bien sûr, convaincre, les éleveurs que, lutter contre l'antibiorésistance ne va pas, s'accompagner d'une baisse de performance ou de coûts, supplémentaires pour eux. Un autre levier, c'est bien sûr, l'amélioration de la santé de l'élevage. Moins de maladies, c'est moins, de besoin d'utilisation d'antibiotiques et c'est aussi, permettre, d'améliorer, tout ce qui, peut poser problème au niveau de la biosécurité, de la qualité de l'eau et de l'ambiance et qui est masqué, en fait, quand on utilise, des antibiotiques. Et puis, c'est aussi acquérir des connaissances sur les maladies, sur les outils de prévention et développer des alternatives aux antibiotiques. Alors ce matin, on va mettre en lumière en fait les différentes étapes de ce cheminement au travers d'exemples concrets d'accompagnement innovant issus des projets auxquels a participé l'ITAVI. Ma collègue Nathalie Rousset va d'abord dresser un état des lieux et décrire les enjeux de la réduction des antibiotiques en élevage. Ensuite, Elena Ferreira vous présentera le projet Disarm qui vise à partager les bonnes pratiques mises en place sur le terrain dans différents pays et différentes productions animales autour de la réduction des antibiotiques en élevage. Je vous présenterai ensuite un projet qui vise à essayer de nouvelles méthodes de conseil pour accompagner les éleveurs sur le pilotage de la santé. Nathalie Rousset exposera ensuite comment l'étude de facteurs de risque de la colibacillose aviaire permet de préconiser des recommandations pour limiter la maladie. Et enfin, je vous ferai part de retour terrain sur l'utilisation de solutions alternatives aux antibiotiques, accompagnées par le phytogramme. Et nous terminerons sur les perspectives à venir. Je vous engage bien sûr à poser vos questions à l'issue de chacune des présentations dans le chat. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Nathalie Rousset pour un état des lieux sur la réduction des antibiotiques en élevage et les enjeux. Nathalie, je te laisse la parole. Merci beaucoup Anne-Christine et bonjour à tous. Donc effectivement, je vais ouvrir ce webinaire par une première présentation qui sera relativement courte sur où nous en sommes en France et plus globalement en Europe sur la réduction des usages d'antibiotiques. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà les résultats, mais on s'est dit qu'en préambule de ce webinaire, ce serait intéressant de poser un petit peu cet état des lieux. Donc, comme vous le savez sans doute, l'antibiorésistance est un fléau qui est bien réel en Europe, puisque le fardeau des infections avec des bactéries résistantes en 2018 était relativement important, puisqu'il était équivalent au fardeau combiné de la grippe, de la tuberculose et du virus du sida. Donc, avec un petit peu moins de 700 000 infections avec des bactéries résistantes, essentiellement des maladies nosocomiales et quand même 33 000, un peu plus de 33 000 décès.
Donc cela étant dit, donc en France, il y a eu une politique publique générale en faveur de la réduction globale des usages antibiotiques en médecine vétérinaire qui s'est installée donc depuis maintenant une dizaine d'années. Donc en 2012, on note le lancement du premier plan éco-antibio, dont vous avez certainement entendu parler, donc qui a couru sur 5 ans, 2012 à 2017, pardon. Qui visait, les objectifs étaient doubles. À cette époque, il y avait un objectif quantitatif d'une réduction de 25% des usages en 5 ans, qui a largement été atteint, comme nous allons le voir. Et puis un effort particulier qui ciblait les antibiotiques dits critiques. Critiques pourquoi? Parce que c'était des antibiotiques également utilisés en médecine humaine et où on souhaitait préserver ces antibiotiques des résistances pour qu'ils soient toujours efficaces en médecine humaine notamment. Donc c'était les fluoroquinolones et les céphalosporines, donc dont la volaille est beaucoup moins concernée. En 2014, il y a eu la loi d'avenir avec le décret d'application qui date de 2016, qui inscrivait du coup ces objectifs du plan éco-antibio dans la loi, et notamment sur les antibiotiques dits critiques, avec un objectif de réduction en 3 ans de moins 25%. Donc cette fois un objectif quantitatif et non plus seulement une incitation qualitative. Le premier plan éco-antibio a fait suite à un second plan, donc 2017-2021. Donc, voyez, on est à la fin du second plan éco-antibio. Il y a certainement une suite. Il y a une suite qui est en cours de préparation. L'idée, c'était de ce second plan était d'inscrire dans la durée la baisse de l'exposition aux antibiotiques. Et puis, un deuxième objectif portait cette fois-ci sur la colistine, avec un objectif de réduction des usages en 5 ans, puisqu'on a vu apparaître des résistances à la colistine qui commençaient à émerger, avec une certaine inquiétude sur l'usage de cet antibiotique et la préservation de l'efficacité de cet antibiotique. Donc, vous voyez ici, d'après les sources de l'ESAC, donc des sources européennes, une évolution des ventes d'antibiotiques en Union européenne globale, en fait, de toute production. Donc, sur l'Union européenne, sur un périmètre de 25 pays, donc une baisse depuis 2011 relativement constante, même si en 2014, on a eu un petit pic, mais globalement, on a une tendance à la baisse de moins 35%, donc presque plus d'un tiers des usages sur le périmètre européen, et sur la France, donc moins 44%, toute production confondue, donc une réduction assez importante à noter. Donc si on réduit la focale donc sur la France uniquement, avec des chiffres un petit peu plus précis qui sont fournis par l'ANSES ANMV tous les ans depuis de nombreuses années. Donc j'ai mis un graphique exactement sur la même période pour qu'on puisse se rendre compte. Donc on voit effectivement toute espèce confondue, donc la baisse des usages, donc avec l'indicateur aléa cette fois, qui est un indicateur d'exposition et pas seulement les ventes. Donc une baisse des expositions des animaux aux antibiotiques en France confirmée par ces données nationales, et spécifiquement en volaille avec moins 60,5% sur cette même période, donc un effort très conséquent en volaille sur cette même période. Donc en parallèle, au niveau de la volaille, puisque les données nationales fournies par l'ANSES permettent d'avoir une vision globale, toute volaille confondue, ce qui a été souhaité au niveau professionnel, c'est de mettre en place un réseau qui s'appelle REFAVI, et qui permet de descendre un petit peu plus finement, donc au niveau de l'espèce poulet et d'Inde, pour regarder un petit peu au niveau de ces deux espèces si on suit aussi les mêmes tendances de réduction.
Donc ce réseau a permis de produire des données depuis 3 ans, 2018 à 2020, donc un petit peu moins d'historique quand même. Mais on observe également les mêmes tendances à la baisse sur ce réseau, sur ces 2 espèces. Depuis 2018, tout antibiotique confondu, avec un indicateur qui est le NDD kilo, avec donc pour le poulet, moins 32% d'usage et moins 45% pour la dinde. Un second indicateur fourni par ce réseau, le NCD kilo, qui se rapproche de l'indicateur aléa, montre également la même tendance à la baisse sur cette même période de 2018-2020. Et si du coup on regarde un petit peu plus précisément sur les antibiotiques, sur ces 2 espèces, poulet et dinde, pour les antibiotiques critiques, on se rend compte que les fluoroquinolones, par exemple, représentent seulement 2% des usages totaux, c'est ce qui est relativement faible. Et on a observé également entre 2018 et 2020 une baisse assez conséquente à la fois en poulet et aussi en dinde, qui varie entre une trentaine de pourcents à moins 48% pour le poulet. Également sur la colistine, donc depuis 2018 également, entre 2018 et 2020, on a observé une forte réduction des usages sur cet antibiotique en particulier, avec des baisses allant de moins 56 à moins 79%, en fonction de l'espèce et de l'indicateur. Donc à noter que le réseau Refavi ne couvre pas toute la production française, hein. C'est un réseau qui se base sur le volontariat, mais qui représente environ une quarantaine de pourcents de la production de poulet et de dinde. Donc pour en arriver, voilà, je vous ai donné quelques chiffres depuis une dizaine d'années, et un petit focus sur les 3 dernières années en poulet et en dinde. Pour en arriver là, il y a eu plusieurs leviers d'action qui ont été mobilisés, notamment, on va dire, plus globalement à l'échelle des filières, des investissements de fonds et puis de la recherche, alors notamment sur la partie génétique. Donc on a certains cahiers des charges qui ont mis en place effectivement des génétiques un peu différentes, un peu plus robustes, qui permettent d'utiliser, d'avoir moins de problèmes de santé et d'utiliser moins d'antibiotiques par la suite. Également le développement de la vaccination. Il y a eu également au cours de l'élevage des volailles, de la recherche sur la nutrition, des investissements également structuraux au niveau des élevages. Donc je pense notamment au système de paillage, de bétonnage des sols, de la rénovation des bâtiments. Tout ceci a permis d'avoir une approche plus globale de la santé, plus intégrée de la santé animale, et en termes notamment de prévention. Au niveau des pratiques, les différents acteurs qui gèrent les animaux au quotidien ont été particulièrement impliqués. Tout d'abord, l'éleveur, accompagné de son technicien. Donc, il y a eu effectivement des efforts faits sur l'observance des procédures de nettoyage et désinfection. Observance également sur les mesures d'hygiène, donc qui ont été renforcées notamment aussi par l'application de l'arrêté biosécurité qui date de 2016, qui a été mis en place dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire, mais qui est profitable également à la réduction des usages d'antibiotiques. Également des vigilances sur les périodes critiques, telles que le démarrage des volailles, notamment en poulet de chair. On sait que c'est une période très à risque pour l'usage des antibiotiques, un risque de pathologie, avec une vigilance accrue sur la température au niveau de l'accueil des animaux, la qualité de l'eau, l'oxygénation également, l'ajout de vitamines ou ce genre d'aide au niveau du démarrage pour favoriser la bonne santé, la prévention de la santé des animaux. Également la qualité des litières tout au long du lot. Les vétérinaires également se sont pleinement impliqués dans l'amélioration des pratiques, puisque au niveau du plan éco-antibio, il y a eu un guide de bonne pratique des guides de bonne pratique de prescription qui ont été créés, le renforcement des examens bactériologiques et des antibiogrammes tout au long du lot.
Donc on voit que tous les acteurs, quel que soit leur niveau d'intervention dans la filière, se sont pleinement impliqués dans ces démarches de réduction des usages des antibiotiques, ce qui a permis d'obtenir ces bons résultats. Donc voilà, tous ces efforts ont permis effectivement de réduire considérablement les usages d'antibiotiques à l'heure actuelle, avec de réels impacts sur l'antibiorésistance. Je ne vais pas en parler ici, mais on voit effectivement une réduction de l'antibiorésistance en parallèle. Les usages aujourd'hui tendent à se stabiliser. Donc les enjeux actuellement, puisque c'était l'objectif de cette présentation, c'est vraiment de conforter les niveaux actuels obtenus et puis poursuivre les efforts sans compromettre le bien-être des animaux et aussi celui des hommes. Puisque ça nécessite effectivement des modifications de système d'élevage. Il est important de prendre en considération à la fois le bien-être des animaux, mais aussi celui des hommes pour que ces efforts soient durables et soutenables dans le temps. Donc, on pourrait conclure cette petite introduction par un petit slogan. Voilà, les antibiotiques aussi peu que possible, mais autant que nécessaire, afin de préserver quand même la santé des animaux quand ceux-ci tombent malades. Voilà, je ne vais pas m'attarder. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Nathalie. Donc après avoir fait cet état des lieux, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet d'aujourd'hui avec le projet d'ISARM. Je vais laisser Elena Ferreira, qui est chef de projet d'ISARM au niveau de l'Europe, nous présenter donc ce projet. Elena travaille à Ilvo, donc en Belgique, et elle va nous parler particulièrement du retour d'expérience en Belgique sur des expériences pratiques de réduction des antibiotiques en élevage. Bonjour, j'espère que tu peux voir mon présentation. Merci à tous pour l'opportunité pour présenter ici. Je suis jusqu'à Anne-Christine Eddy, je suis le chef de projet des armes et nous avons des présentations ici pour vous. Ça, c'était la présentation pour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le projet DISA? Qui sont les partenaires que faisons-nous? Et quelles activités nous avons au sein du projet qui c'est intéressant pour vous aussi. Donc, je vais présenter aussi l'expérience de Belgique et de la Lettonie avec des coachings multi-acteurs et aussi un petit toolbox. Qu'est-ce que c'est le projet DISA? Il était un réseau thématique européen de connaissances, créé pour accompagner l'élevage à la transition vers un usage responsable des antibiotiques. Et nous faisons aussi la diffusion des solutions innovantes pour la gestion des résistances antibiotiques. Avec ces projets, nous visons à améliorer la santé des animaux, la prévention des maladies, la biosécurité dans les élevages et l'utilisation d'alternatives aux antibiotiques et l'utilisation raisonnée des antibiotiques. Dans ces réseaux, nous connectons les éleveurs, les vétérinaires, les conseillers, des chercheurs et nous concentrer dans les spécies cibles, donc porc, volaire, bovin laitier et bovin pour production et ovins aussi. Nous avons comme objectif global réduire l'utilisation d'antimicrobiens et diffusion des milieux pratiques pour réduire et prévenir la résistance antibiotique chez les animaux de production. Les partenaires du projet, tu peux voir ici qu'il était plusieurs des landes dans l'Europe, mais aussi la France, c'est très représenté avec du ACTA, IFIP, ITAVI et IDEL. Aussi la Belgique, c'est représenté pour plusieurs organisations. Et que faisons-nous? Nous avons des piliers, elle était les ETDR, c'est une base de connaissances avec des innovations et des recherches qui était intéressantes pour réduire les antibiotiques
mais aussi des communautés de pratique. Et nous avons aussi des plans de progrès multi-acteurs que je vais présenter. Nous avons des une grande variété de dissémination des objets de dissémination, des résumés de bonnes pratiques, des vidéos, mais aussi des guides de bonnes pratiques, des leçons sûrement intéressants pour vous. Alors, nous avons aussi un site internet où tu peux regarder de la solution que nous avons en français. Vraiment, c'est sur le site, tu peux voir de toutes les options en français. Alors, et la base des connaissances, nous avons des résultats de recherche et aussi des innovations des éleveurs à l'industrie qui étaient d'intérêt démontré pour réduire l'utilisation d'antibiotiques et aussi la performance des animaux des élevages. Sur cette base de connaissances, nous avons des informations pour l'utilisation de cet antibiotique et le thème, elles sont l'amélioration de la biosécurité, la résistance des animaux aux maladies, la prévention des maladies, aussi des traitements alternatifs et utilisation raisonnée d'antibiotiques. Vous pouvez explorer nos ressources ici dans la base des connaissances. Alors, nous avons aussi des communautés de pratiques à Facebook qui étaient très actifs et tu peux rejoindre euh, ça bon, sur Facebook. Alors, nous avons aussi des webinaires et formations pour vétérinaires, mais aussi pour tout le monde qui est intéressé à la réduction des antibiotiques, mais aussi la santé animale. Nous avons aussi des événements qui sont intéressants pour vous peut-être, pour le d'avenir. Aussi, nous avons une lettre d'information, un bulletin, et tu peux inscrire à notre bulletin aussi sur le website. Pour nous contacter, c'est aussi possible dans le website. Alors pour rejoindre ces réseaux, vous avez des opportunités sur le Twitter aussi, mais aussi sur nos websites, Facebook et LinkedIn. Et pour les études de cas, c'est très intéressant. Nous avons des 40 équipes multi-acteurs. Nous partageons des formations des élevages porcins et des élevages avicoles, laitiers et aussi des bébris laitières. Et ça que c'est intéressant, c'est que les pays peuvent changer d'informations pendant une autre manière d'élevage. Alors, nous avons changé de Néerlande à Espagne, de Belgique à Lettonie, Angleterre à Roumanie, mais aussi de Grèce à France. Et dans ces études des cas, nous avons au moins 30 équipes de santé qui seront présentées comme exemple d'études des cas, couvrant une diversité de systèmes de production et localisation géographique, expliquant comment l'équipe a travaillé des stratégies adoptées pour réduire l'utilisation d'antibiotiques et l'impact de ces réductions sur la santé et les performances des animaux. Nous avons aussi des fiches pratiques et détaillant par élevage les problèmes dans l'élevage, les solutions retrouvées par l'équipe et peut-être une source d'inspiration pour les problèmes dans votre élevage. Donc, nous arrivons à un plan de progrès multi-acteurs. Et nous avons des Farm Health Plans, des plans de progrès multi-acteurs. Il était un plan de progrès pour des animaux en bonne santé. Et qu'est-ce que c'est une équipe de santé? C'est une équipe composée d'éleveurs, de salariés d'élevage, le vétérinaire, le fournisseur d'équipements et le fournisseur d'aliments pour animaux et autres membres de l'industrie.
Et sur cette plan de progrès, nous faisons un plan de santé pour réduire le besoin d'utilisation d'antibiotiques et aussi de maintien l'amélioration des paramètres technico-économiques et de la santé animale. Alors, les points de progrès multi-acteurs, ils avons vraiment 16 raisons. Elle était une communication qu'elle était améliorée, une discussion qu'elle était un peu animée. Aussi, nous avons un fil de route et vous pouvez suivre les progrès et nous pouvons faire d'une approche qui est dirigée à l'agriculture. Euh, alors, nous avons aussi un objectif qui était commun pour tout le monde. Et ça, c'est le coaching, c'est l'idée de coaching. Vous avez une évaluation d'abord qui était faite avec de biocheck et aussi avec ADCAR. Il était une évaluation qui était faite chez le ferme par le éleveur. Et d'abord, nous avons un diagnostic des problèmes et un plan d'action, il est fait. Après, nous avons des évaluations et mise en œuvre le plan d'action. Et, au bout du projet, nous avons des évaluations finales avec des biochecks et ADCAR. Et je vais présenter un petit peu comment nous avons fait l'exchange, le partager de l'expérience de Lettonie en Belgique. En Lettonie, nous avons la grande majorité de la production se fait par 2 grandes entreprises intégrées et d'élevage au produit final avec des grands sites de production. Et tous 2 sont impliqués dans l'étude des cas. Après, vous avez des petits exploitants et des avicultures bio. Et nous avons aussi des tout petits producteurs bio qui sont impliqués dans l'étude des cas. À Belgique, nous avons des éleveurs plus indépendants et les éleveurs prenant des décisions de gestion de leur élevage. La chaîne de production, c'est coordonné par les abattoirs et les entreprises de l'alimentation. C'est donc une agriculture conventionnelle. Alors, les problèmes de santé, en général, sont similaires pour les secteurs dans les 2 pays et nous avons des maladies entériques, nous avons des maladies locomoteurs, systémiques, et virales. Dans le locomoteur, je vais, vous montrer, une situation avec des dermatites et coccinelles plantaires, qui était FDP en anglais. Et alors, dans les études des cas, nous avons la majorité de la ferme avons des problèmes d'entérococcose et coccidiose, mais aussi des E. coli, des pathogènes aviaires. À Lettonie, nous avons des études de cas qui sont concentrées sur le coccidiose et l'E. coli. Vous avez aussi un ferme qui a surtout problème de coccidiose vers le 40e jour. Et nous avons des immunosuppressions et des infections secondaires. Alors, le plan d'action pour Lettonie, il était d'abaisser la pression de la maladie respiratoire, la surveillance pour PCR des mutations des bronchites infectieuses pour contrôler l'efficacité des vaccinations, améliorer encore la qualité des poussins d'un jour, l'autovaccination des reproducteurs, c'était les grands producteurs de l'avant des plus d'argent pour faire cette amélioration, mais aussi dans cette production, je pense que c'est possible de faire de concentration, de focus aussi sur les transports, le personnel, les visiteurs, renouvellement de vêtements routiers pour lesquels le poulet et le fumier sont transportés. Aussi réduire les dermatites des coussines plantaires grâce à une meilleure surveillance du climat pour une meilleure litière, installer des systèmes sensoriels,
améliorer de protection des agents viraux et aussi le contrôle des virus, adéneux et nastro et prophylaxie immunitaire. C'était important aussi dans équipe 1 et 2 que de prévenir l'épidémie de Covid parce qu'elle était un grand problème en Lettonie. Euh, chez le poulet bio, il était un autre problème. La prévention de la coccidiose, c'est maintenant comme problème, mais c'est aussi option de vaccination et d'améliorer le nettoyage et la désinfection. Et la biosécurité, c'est très important chez cette production parce que la ferme est de visite incontrôlée et aussi n'est pas dans une séparation de la route pour l'élevant de carcasses et des produits d'abattage. Potentiellement, c'est important de faire une station de désinfection des véhicules. Alors, c'est terminé pour Lettonie. Pour équipe 4 en 5, vous avez l'accent sur la mesure de biosécurité, c'est le plus important. Et et il était nécessaire de séparer les zones propres et les sales, avec un sage génétique par compartiment avec des barrières physiques. Aussi les vêtements et les chaussures, dont spécifiés à la ferme, et bandes de désinfection pour les pieds, et pour les chaussures. Heu et alors, les consignes d'hygiène des mains, elle était important aussi et toutes les choses qui étant, connectées avec des nettoyages et désinfection du matériel et des ustensiles. Alors pour Belgique, nous avons seulement, 3 équipes, parce qu'elle était une équipe qui ne participe pas, sur des armes. Et ici, c'est prévenir les coccidiosis, c'est le plus important. Alors, l'amélioration de la qualité de l'eau, c'est le focus, la concentration de ces protéines, la densité des poulets aussi, elle était en moins et prévention des E. coli avec de la vaccination, aussi des bronchites et gumboro et paramètres de ventilation optimisés, et le contrôle des coccidioses avec des comptes d'œufs, dans 2 cycles consécutifs. La gestion d'utilisation de la chaux et du sulfate d'ammoniac. Hem Aussi, l'idée de essayer, une supplémentation avec l'eau, à base à base d'algues et d'autres composés phytochimiques, c'est une idée que, nous avons essayé. Et finalement, des remplacements des coccidiostiques pour un nouveau produit et bien sûr, attendre de répéter le traitement anticoccidien suivi d'une vaccination. Alors pour, l'équipe 3, nous avons des objectifs principaux, c'est de réduire les épidémioses et coccidioses, la même chose que nous avons, d'après, l'équipe 1, mais le souche Acervolina, elle était hautement résistante et persistante chez, cette équipe et alors nous allons, la même suggestion que nous avons pour équipe 1. Pour équipe 4, nous avons des préventions des Enterococcosis et des E. coli. Ici, c'est l'amélioration de la qualité de l'eau, que c'est le focus, la concentration de cette équipe et aussi de la qualité des poussins de jour. Heu et nous avons ici des photos de fermes en Belgique et à la droite, nous avons des poussins et ça c'est, ça c'est la même, équipe que c'est l'été, qui équipe 4 et ça c'est, à la droite, vous avez de équipe, à l'esquerre, à la gauche, vous avez l'équipe, 1 et après la 2.
je vais faire une petite présentation sur les boîtes d'outils, la toolbox que nous avons chez notre notre site internet. Il était mis en œuvre, mais en état tellement complet. Alors, vous avez maintenant seulement nous avons commencé, mais c'est pas complet, cette boutique-là, utile. Mais vous avons des opportunités pour regarder un petit peu les concepts de cette toolbox. Alors, elle a été composée de 5 étapes. 5 étapes, il est de la création de votre équipe. Alors, les registres des données à la base de la santé animale. Alors, déterminer vos objectifs. Mettez en œuvre la modification et consigner des progrès. Et finalement, évaluer vos progrès. Et si vous étiez content avec vos progrès, vous terminez ici. Mais je pense que c'est normal qu'il était nécessaire de faire un cycle pour un cycle des répétitions. Alors, les raisons de démarrer une équipe de santé sont 5. Vous avez 3 personnes et les connaissant plus qu'une. Après, vous avez des conseils cohérents et rationalisés pour un plan d'action. Les propriétés est partagée, donc tout le monde participe dans ces plans d'action. Vous avez des soutiens l'éleveur et des autres membres de l'équipe. Et finalement, le plan de santé donne une structure sur la résolution de problèmes. La création de votre équipe, pour la création, c'est important de créer des communications, des bonnes communications sur tout le monde. Nous pouvons aussi voir les éléments qui sont importants pour le pas, étape 2, qu'elle était avec des santé et performance animale, la biosécurité, évaluation de l'utilisation des antibiotiques et la évaluation de la ferme. Euh, et après, nous avons des étapes 2 de la conception du plan d'action. Et sur cette conception, nous avons des idées pour faire le brainstorming. C'était un moment que je dois penser sur le problème de la ferme et alors faire du plan d'action et des moments de contrôle ou défini de la gestion SMART. Nous avons ici des méthodes spécifiques de brainstorming. Le brainstorming, c'est important pour faire des connexions, qu'il peut, tu peux identifier sur le problème de votre ferme. Ici, nous avons une conception d'une plantation avec du mind mapping. Vous avez des problèmes des coussinettes plantaires, la dermatite. Et ça, c'est une suggestion que tu peux faire dans le mind mapping. Tu commences avec de identification de problèmes, le problème des laitières humides, mais aussi la formulation de l'aliment et de la connexion qu'au supplément et des coccidiosis aussi et la biosécurité et donc ça c'est un exemple que tu peux faire avec de mind mapping pour identifier des problèmes et les solutions. Et aussi, c'est très important de fixer les priorités et définir des objectifs SMART. Et pour la priorité, nous avons des considérations économiques, pratiques et émotionnelles. Et tu peux faire un tableau qui fait de la priorité et tu peux visualiser cette tableau de priorité. Les actions SMART, il a été très important de faire alors
une action, un plan d'action qui était spécifique, mesurable, acceptable, réalistique et aussi limité dans le temps. Sur cet exemple, vous avez des possibilités de faire avec un problème, quel était le pourcentage de yeux contaminés dans le laboratoire et à passer, tu veux faire que le pourcentage va de 3% à 1%. Et alors, tu fais des objectifs spécifiques. Quel était l'objectif d'amélioration des eaux contaminées est clairement mentionné, mais aussi le pourcentage, c'est mesurable et tu peux faire aussi la définition dans le temps. Alors, c'est très important aussi pour définir qui, quoi et quand et pourquoi tu veux faire des exécutions de plans. Et finalement, et la nécessité de aussi définir qui, va faire de l'action. Ici, vous avez dans la dernière étape, évaluation des progrès, discussion avec l'équipe et ajuster votre plan d'action en conséquence. Et ça, c'était le plan du Check Act que j'ai que vous avez voir d'abord de la présentation et, et c'est important de garder tous les signes de R. Le cercle, il est influenciation de la mission finale, mais souvent il a aussi un effet sur les autres. Finalement, c'était des projets Disarm et la boîte utile. Et j'espère que vous avez ça c'est bon pour vous. Allons utiliser ce programme. C'est ça, merci. Si vous avez des questions. Merci Anne-Christine pour l'opportunité pour présenter ces résultats. Merci beaucoup Elena de nous avoir fait la présentation en français. Je sais que c'est un challenge pour toi, mais c'est très bien et merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Donc, nous allons poursuivre ce webinaire et c'est par des nouvelles méthodes de conseil que nous allons continuer. Donc, je vais vous présenter le projet PEI Unifilanime Santé qui a pour objet d'essayer de nouvelles méthodes de conseil pour accompagner les éleveurs sur le pilotage de la santé. Donc c'est un projet qui est mené, avec, de nombreux partenaires puisque c'est un projet, multi-espèces. Donc vous avez l'ensemble, des partenaires, ici et c'est un projet, qui, est donc partenarial et qui est financé par l'Europe et la région Pays de Loire, pour, 3 ans et demi, qui regroupe les filières ruminants, bovin lait, bovin viande et petits ruminants et monogastriques, porc et volaille. Donc, nous sommes intervenus plus particulièrement dans le volet 1 au niveau de l'intégration des démarches de pilotage de la santé des troupeaux. Et notre objectif, c'était d'apporter des clés aux éleveurs pour leur permettre d'intégrer une démarche efficace de pilotage de la santé du troupeau en collaboration avec l'ensemble de leurs intervenants sanitaires et en mutualisant les expériences de chacun, en s'inspirant en fait entre filières, d'essayer de trouver un petit peu des manières originales de fonctionner dans certaines filières pour pouvoir les adapter à d'autres. Alors, quelle méthode a-t-on utilisée? Eh bien, sachant que notre objectif est de mieux cerner les besoins des éleveurs en matière de pilotage de la santé, pour leur proposer ensuite des outils adaptés, la première étape a été un recensement et une typologie de tous les outils et démarches utilisés par les éleveurs pour piloter la santé des troupeaux. Alors, on a commencé à demander aux conseillers, à l'aide de questionnaires en ligne, quels étaient les outils et démarches que les éleveurs utilisaient d'après eux. Et ensuite, on a fait des focus group
éleveurs et focus group éleveurs intervenants, au cours desquels on a affiné ces recherches et donc on a posé les questions suivantes aux éleveurs. Avec qui pilotez-vous la santé de votre troupeau? Avec quels outils ou démarches? Et on a discuté aussi sur leur perception du bilan sanitaire d'élevage. À l'issue de tous ces questionnements, on a fait un retour donc sur les résultats des réunions et une réflexion collective à partir des propositions d'éleveurs, ce qui a permis de dégager des propositions d'accompagnement des éleveurs sur le pilotage de la santé. Et on a testé ces démarches d'accompagnement, donc je vais vous les présenter après. Et ensuite, on termine par la co-construction d'outils. C'est la phase qu'on est en train de finaliser en ce moment. Donc, co-construire ensemble des outils pour permettre aux éleveurs de mettre en place ces démarches. Donc, des outils qui peuvent être sous forme de guide ou de vidéo. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, les participants à ce projet étaient des éleveurs et des intervenants au niveau de la région Pays de Loire, donc de toutes les filières qu'on a mentionnées tout à l'heure, donc ruminants et monogastriques. Et on a mobilisé donc 52 éleveurs avec 11 focus group. Et pour la volaille, on a fait 3 focus group qui ont réuni 21 éleveurs de volaille. On a fait aussi des focus group éleveurs intervenants, dont un en volaille. Alors, lors de ces focus group, en fait, on a bien évidemment creusé la question de ce que signifie pour un éleveur le pilotage de la santé du troupeau. Quelle que soit la filière, le pilotage de la santé, c'est une action qui apparaît comme globale, évidente, intégrée dans le travail quotidien et nécessaire pour le bien-être des animaux et pour obtenir des résultats technico-économiques satisfaisants. En aviculture, c'est encore plus vrai parce que les éleveurs ont une démarche très préventive. Dès qu'on a le moindre signe de dérapage d'un lot, il est très important d'intervenir au plus vite pour éviter une mortalité importante. Alors, on a commencé à détailler quel est le lien entre les éleveurs et les conseillers en posant la question: avec qui pilotez-vous la santé de votre troupeau? Et on a mis en évidence de nombreux intervenants, de nombreux acteurs dans la gestion sanitaire du troupeau. On peut avoir de 1 à 8 intervenants en bovin-lait. En aviculture, on reste sur une moyenne de 2 à 3 intervenants, mais vous voyez que ça peut être assez variable selon les filières. Donc en aviculture, on a un lien très étroit entre l'éleveur, le technicien et son vétérinaire. Le vétérinaire est vraiment le pilier central, hein, et on remarque une autonomie particulièrement faible en aviculture par rapport aux autres filières. C'est lié à la contractualisation avec les OP et concrètement, ça s'est traduit par l'absence des techniciens au focus group intervenant éleveurs. C'était les responsables de production qui étaient présents, mais pas les techniciens. Alors, on a recensé donc les outils et les démarches qui étaient utilisés par les éleveurs de 2 points de vue, du point de vue des conseillers et du point de vue des éleveurs. Alors, du point de vue des conseillers, on a donc lancé des questionnaires en ligne. On a 178 participations, donc toutes filières confondues, avec 129 outils et démarches qui ont été recensés. Et on a pu classer ces outils et démarches en différentes catégories. D'une part, des outils et démarches obligatoires ou ressentis comme obligatoires, la réglementation bien sûr, mais aussi certains cahiers des charges. En aviculture, ça peut être le registre d'élevage, le bordereau l'abattoir ou les différentes chartes sous signe de qualité. Ensuite, des outils qui permettent la création de références nationales, qui permettent d'obtenir des consommations d'antibiotiques, des prévalences de maladies, par exemple l'IFTA ou l'ALEA ou notre indicateur REFAVI. Ensuite, on a les résultats d'abattoirs et de laboratoires, l'antibiogramme, le phytogramme, on a aussi des outils ou des démarches de type audit, bilan, pilotage qui sont mis en place soit par l'éleveur seul, soit avec l'aide d'intervenants. Et on a ici, par exemple, tous les audits, par exemple l'audit Pulse ou l'outil Eben pour la mesure du bien-être animal ou encore des analyses sur les factures de médicaments. Et enfin, on note des groupes de formation et d'échange. Alors en aviculture, ils sont particulièrement peu représentés et on va voir tout à l'heure que justement, ça va être une des demandes des éleveurs. Ensuite, on s'est intéressé à la même question, mais du côté éleveur.
qu'on a explorés lors des focus group. Et là, lorsqu'on demande, quels outils et démarches utilisez-vous pour piloter la santé de votre troupeau aux éleveurs, on n'a pas du tout les mêmes réponses. On est plus sur des indicateurs sensoriels, des observations, des odeurs, des sons au quotidien. On a vraiment une observation des animaux et une utilisation des boîtiers, bâtiments, des indicateurs zootechniques, les poids et donc vraiment, on a une gestion différenciée de la santé entre acteurs. On n'est pas sur les mêmes indicateurs et on n'est pas non plus sur les mêmes pas de temps parce que l'éleveur a une vision au jour le jour de son élevage. Il détecte quotidiennement et rapidement les signaux de manière à pouvoir réagir efficacement et rapidement. Les intervenants, eux, ont une surveillance sur un pas de temps plus long. En général, ils font plus des bilans sur une période donnée et ça correspond aussi aux périodes où ils sont dans l'élevage. Ils sont dans l'élevage, non pas quotidiennement, mais de temps en temps à des échéances précises. Et donc, bien évidemment, ils ont cette vision-là de l'élevage. On a eu aussi, une discussion, avec les éleveurs sur la manière dont ils percevaient, le bilan sanitaire d'élevage. Donc le bilan sanitaire d'élevage, c'est le rendez-vous de santé annuel avec le vétérinaire qui permet à l'éleveur de pouvoir utiliser des médicaments sans avoir besoin à chaque fois d'avoir, une visite du vétérinaire dans l'élevage. Et logiquement, c'est un outil qui devrait être précieux pour le pilotage de la santé s'il est bien préparé et suivi par le vétérinaire et l'éleveur et voire même les conseillers. Or, on se rend compte, que globalement, c'est un outil qui est assez critiqué, qui est peu utilisé et qui est sous-valorisé. Alors, dans les différentes filières, il est quand même assez, sévèrement, jugé et souvent, il n'est pas, vraiment utilisé, comme il le devrait. Il est réduit à la simple consommation de médicaments. On le juge, trop protocolaire, non apte à gérer la santé, on le voit comme une démarche administrative plutôt qu'un réel échange. Alors en aviculture, il est perçu de manière assez variable. C'est peut-être un bilan un peu moins sévère. On a, certains éleveurs qui, le trouvent très utile parce qu'ils en profitent pour remettre à plat avec leur vétérinaire tout ce qui se passe dans l'élevage et c'est un moment, très riche. Il y en a d'autres au contraire, quand ils ont pas de problème, finalement, ils en voient pas vraiment l'utilité et ils s'en passeraient. Ils feraient ça tous les 2-3 ans, ça les dérangerait pas. Et il y en a d'autres, qui voient ça comme un moment où le vétérinaire profite un petit peu de l'occasion pour vendre des produits ou sinon c'est un moment un peu administratif, sur le capot de la voiture où on signe un papier et ensuite on le range dans un tiroir et on s'en sert pas forcément le reste de l'année et en tout cas, c'est pas perçu comme un outil qui permet de poser des objectifs et de les suivre, dans le temps. Alors ensuite, on a essayé au travers de nos, focus group, de nos enquêtes et aussi, d'une validation, par des enquêtes qui ont été faites, par, des stagiaires, de, mieux connaître les besoins et les attentes des éleveurs. Alors, on se rend compte que les éleveurs, quelle que soit la filière, ont tous, des attentes communes, en termes de gestion des attentes sociétales. Comment parler de son métier? C'est quelque chose qui est très difficile, en ce moment avec, l'agribashing. Ils ont tous une demande très forte d'échanges entre éleveurs et encore plus pour les éleveurs avicoles, ils souhaitent des échanges, inter-organisations de production. Ils se sentent très cloisonnés à l'intérieur de leur organisation. Il y a aussi une demande d'interopérabilité entre les outils et notamment en aviculture, les vétérinaires peuvent ne pas avoir accès à certains, logiciels qui permettent d'échanger des données entre les éleveurs et les organisations de production et auxquels, finalement les éleveurs, n'ont pas accès en dehors d'une demande spécifique, pour le rendez-vous de santé. Après, on a aussi, donc une demande de valorisation plus importante des données saisies, de plus grand, suivi en termes de traçabilité, de simplification des saisies, de meilleure coordination entre les intervenants, et ponctuellement sur différentes filières, des accompagnements sur l'usage des médecines complémentaires, pour sortir un petit peu de l'isolement, un accompagnement spécifique sur certains points, type la souffrance animale en petits ruminants, ou sur la biosécurité, au niveau du territoire. Alors, la bonne connaissance de ces, attentes a débouché sur des propositions d'outils
interfilières, hein, pour intégrer une démarche efficace de pilotage de la santé du troupeau. Donc, quelle que soit la filière, les outils qui ont été proposés sont la création et l'animation d'un groupe d'échange entre éleveurs pour répondre à ce besoin fort d'échange entre pairs. Un rendez-vous annuel dédié à la santé sur l'exploitation, qui serait un support de discussion pour plusieurs intervenants, fixant des objectifs clairs pour l'élevage et permettant un suivi. Donc ça, c'est la réponse à la perception un petit peu mitigée sur le bilan sanitaire d'élevage. Et puis, notamment en port, on avait une demande pour avoir des vidéos sur l'utilisation de certains outils ou sur certaines pratiques. Donc, on a en fait proposé ces 3 types d'outils à l'issue de notre travail. 2 pistes ont été retenues et que je vais développer. Proposer des clés pour créer et animer des groupes d'échange entre éleveurs sur la santé et mettre en place un rendez-vous annuel dédié à la santé qui soit utile et utilisé. Pour mettre en place des groupes d'échange entre éleveurs, on a considéré que le vétérinaire était un expert et c'est la volonté des éleveurs que les groupes soient animés par un expert. Donc le vétérinaire, il est central pour la santé du troupeau, c'est lui qui a la légitimité pour animer ces groupes d'échange. L'idée de ces groupes d'échange, c'est vraiment d'avoir des discussions entre pairs. C'est vrai que les réunions organisées par les vétérinaires sont souvent des réunions descendantes où le vétérinaire apporte un savoir, une connaissance, son expertise. L'idée dans ces groupes d'échange, c'est de réduire finalement ce temps de formation. Il est toujours présent, mais il est réduit au profit des échanges entre les éleveurs l'animateur, en l'occurrence le vétérinaire, va être formé à susciter ces échanges, à les relancer, à les créer. Et donc, pour mettre en place cette démarche, nous avons donc formé 2 vétérinaires par filière, donc une dizaine de vétérinaires au total. Et chaque vétérinaire a organisé une réunion participative avec des éleveurs qu'ils suivent. Et l'animation donc de la réunion a été réalisée par chacun des vétérinaires. Et on a ensuite évalué la démarche et donc l'impact que ça avait sur les éleveurs. Ces réunions participatives ont été donc menées sur différents sujets. Vous avez ici la diversité des sujets. Pour l'aviculture, on a fait une réunion sur la qualité de l'eau et une réunion sur le rendez-vous de santé idéal, comment co-construire le cahier des charges du BSE réussi ou du rendez-vous de santé idéal. Et vous voyez que les sujets abordés étaient très divers, hein, quelles que soient les filières. Le fil rouge, c'était la réunion participative qui était sur le même format. C'était des réunions d'une demi-journée faites le matin avec un repas de midi offert pour le côté convivial, où les échanges informels peuvent se poursuivre. C'était des éleveurs donc suivis par le vétérinaire, donc qui pouvaient être en aviculture de différentes organisations de production. Ça a été le cas pour la qualité de l'eau, mais pour le rendez-vous de santé, afin d'avoir une co-construction qui soit efficace et d'éviter les problèmes qui pourraient être liés à une concurrence entre organisations de production, là, on a choisi de réunir des éleveurs d'une même organisation de production pour travailler sur ce sujet-là. On a veillé à ce que l'équilibre entre le temps de présentation et le temps de parole des éleveurs soit au minimum de 50-50, voire même de 20% pour le temps de parole du véto et 80% pour les éleveurs. L'idée étant vraiment de favoriser au maximum les échanges entre pairs. Donc, on a ensuite recueilli l'avis des éleveurs après les réunions participatives. Les éleveurs ont fait un bilan très positif. Donc, ils étaient satisfaits des échanges, du fait que ce soit le vétérinaire qui anime, des apports que le vétérinaire a pu faire, le nombre de participants, le format et les temps de discussion informels. Les petits points d'insatisfaction mineure ont porté sur le nombre d'éleveurs ou d'élevages représentés qui pouvaient ne pas être suffisants pour justement avoir différents cas de figure pour les échanges. Certains éleveurs auraient voulu plus de temps informel ou d'échange et un éleveur a pas trop aimé les ateliers d'animation qu'il a jugé comme une perte de temps. Mais sinon, le bilan a été globalement très positif. Et on a relevé les effets chez les éleveurs suite à la réunion participative. Il y avait plusieurs réponses possibles, hein. C'est pour ça que on a en fait un nombre qui est supérieur au nombre d'éleveurs. Certains ont été confortés dans leur manière de penser, hein, 11 éleveurs. Il y a eu des prises de conscience sur des problématiques éleveurs communes ou sur des pratiques de pair. Et puis, il y a eu aussi des
changements de vision, et des remises en question. Donc, il y en a que 5 finalement qui n'ont absolument, rien changé. Donc, sur 23, donc c'est plutôt un bon score. Ça veut dire que, on a quand même, fait réfléchir, les éleveurs et on les a fait, évoluer. Alors après, on s'est intéressé, hem donc, à leur, intention de changer de pratique. Est-ce que suite, aux réunions participatives, ils ont ou pas, changé de pratique? Alors, donc, globalement, ils ont une intention de changement, donc soit ils ont une réelle intention de changement, soit ils commencent à envisager le changement. Donc on en a, 11 qui sont dans ces cas de figure-là et on a 12 qui n'ont pas, d'intention de changement. Donc on a à peu près la moitié des éleveurs qui sont prêts à évoluer, sur leur façon de faire. Ensuite, alors, quelques semaines ou quelques mois après, selon les productions, on a, essayé d'évaluer quel était le bilan. Est-ce qu'au final, les éleveurs avaient vraiment changé les pratiques, suite à la réunion participative? Alors bien sûr, n'est pas prise en compte la réunion participative sur, la co-construction du cahier des charges du rendez-vous de santé, mais, toutes les autres, ont été, prises en charge. Et donc, les éleveurs qui n'ont pas changé de pratique, mais qui ont renforcé, celle existante, ont été simplement confortés finalement, dans leur choix, avec les discussions avec leur père, hein. C'est le cas de cet éleveur. 2 éleveurs ont vraiment changé leur pratique suite à la réunion, 2 éleveurs sont en train de le faire et 13 prévoient de le faire. Donc, là encore, on note, un effet intéressant, de ces réunions sur, derrière vraiment le changement qui peut s'opérer au niveau des éleveurs. Il y a quand même quelques freins au changement de pratique, des éleveurs qui se sentent pas prêts psychologiquement. Par exemple, ça c'était lié, chez les petits ruminants à des pratiques de mise à mort pour lesquelles les éleveurs, sont pas prêts. Soit ils n'ont peut-être pas eu l'occasion tout simplement de mettre en place la nouvelle pratique, hein. Il n'y a pas eu l'occasion qui s'est présentée, tout se passe bien. Certains ont besoin de davantage d'informations ou d'accompagnement ou de davantage de temps. Certains, n'ont pas pu le faire pour des raisons pratiques ou budgétaires et seulement, un seul n'en a pas vu l'utilité. Donc, des retours, qui sont vraiment en faveur, d'un effet positif de ces réunions participatives. Alors on va s'intéresser maintenant au rendez-vous annuel dédié à la santé. Ce rendez-vous, de santé, idéal peut être soit le bilan sanitaire d'élevage, soit un rendez-vous à part entière. On avait laissé, la porte ouverte, hein, aux éleveurs et on a recueilli de nombreux éléments constructifs, aussi bien à la réunion participative dédiée qu'au travers, des focus group et des idées, donc qui ont été retenues, c'est, de bien préparer en amont, pour chaque partie prenante que le vétérinaire, le technicien, l'éleveur ait un temps de préparation avec, vraiment bien réunir les documents, de façon à perdre de temps le moins possible le jour J. Dresser des objectifs bien précis sur une feuille de route claire, disponible facilement et à portée de main et ensuite, avoir un système de suivi, sur l'année, peut-être, avec le vétérinaire et le technicien, mais en tout cas, d'avoir vraiment quelque chose de structuré, qui permet, une approche tout au long de l'année et de s'y rapporter, le cas échéant. Un certain nombre d'outils vont être bientôt disponibles à partir de juin 2022. Donc, aussi bien destinés, aux éleveurs, qu'aux vétérinaires ou qu'aux futurs animateurs de réunions participatives, hein. Donc il va y avoir des outils qui vont aider, les organisateurs de réunions participatives, à les mettre en place. Aux, différents intervenants, qui vont mettre en place le rendez-vous de santé, de le mettre en place dans les meilleures conditions. Et on a aussi prévu de faire des vidéos, tutoriels en reprenant l'idée qui avait été, donc émise suite, à l'analyse des besoins en pot et en volaille sur l'eau de boisson, le chauffage du bâtiment et la gestion de l'ambiance. En conclusion, malgré, quelques spécificités de filière, on a beaucoup d'attentes fortes, qui sont partagées entre les filières, l'interopérabilité des outils, une meilleure valorisation des données et surtout plus d'échanges entre les éleveurs.
des clés pour gérer la pression des attentes sociétales, plus de communication et de collaboration entre les intervenants. Les réunions participatives ont montré qu'elles étaient un moyen efficace pour aborder la santé de manière constructive et partagée entre les éleveurs et l'animateur, tant au niveau de l'apprentissage de nouvelles connaissances techniques. Ça permet aussi de se conforter dans ce qu'on fait bien et d'être sûr de soi pour continuer ces pratiques. Ça permet aussi de mieux se connaître, de mieux connaître les contraintes aussi des autres éleveurs, d'apprendre les uns les autres et finalement de relativiser certaines situations. Et en tout cas, ça répond vraiment aux besoins de communication entre pairs qu'ont manifesté les éleveurs. Du côté du rendez-vous de santé, un bon rendez-vous de santé ou un BSE préparé par tous, là aussi, permet une communication plus fluide, l'élaboration d'objectifs partagés et suivis. Et là aussi, c'est un outil efficace pour le pilotage de la santé. Je vous remercie de votre attention. Ah oui. Du coup, voilà, je vais reprendre la parole. Donc, j'excuse ma collègue Julie Putaflamme qui devait réaliser cette intervention, mais qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous ce matin. Donc, je reprends sa présentation. Du coup, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Je connais un peu ce projet, mais bien entendu, s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, je les ferai parvenir à ma collègue qui vous enverra une réponse ultérieurement par mail. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, je les ferai suivre de toute manière si je n'ai pas la réponse. Donc, comme vous le savez, peut-être ou sans doute, la colibacillose aviaire est une maladie la plus fréquente, en particulier en France et notamment sur la production poulet de chair, sur laquelle elle a de réels impacts. Escherichia coli est une bactérie qui est un hôte en fait commun du tube digestif des volailles, mais qui n'engendre pas nécessairement l'expression d'une pathologie, la colibacillose. L'expression de cette pathologie est multifactorielle et dépend à la fois de la virulence des souches de colis, donc certaines souches présentant des facteurs de virulence sont particulièrement impliquées dans le déclenchement de cette pathologie, mais aussi il peut y avoir certaines pratiques d'élevage qui favorisent l'expression de cette pathologie. Les symptômes sont assez diversifiés. On a généralement de la mortalité, mais aussi septicémie, des affections respiratoires ou des arthrites, également des poitrites qui peuvent être présentes. Les conséquences, donc c'est une pathologie qui nécessite beaucoup de recours aux antibiotiques pour pouvoir la traiter et la maîtriser. Et qui dit mortalité également en élevage dit forcément des impacts économiques importants pour l'éleveur, mais également des impacts moraux, puisqu'il faut effectivement aller ramasser les morts en élevage, ce qui n'est pas l'activité la plus sympathique et qui peut parfois peser lourd sur le moral des éleveurs. Donc, comme je le disais, les Escherichia coli présentent une très très grande diversité de souches. Certaines sont plus ou moins virulentes et certaines sont classées pathogènes et d'autres non. Donc, pathogènes, c'est leur aptitude à provoquer une maladie, une pathologie. Donc, Escherichia coli est habituellement commensale du tube digestif, comme je l'ai dit à l'instant, et certaines sont pathogènes, donc on peut les identifier avec certains marqueurs de virulence. Donc, l'objectif du projet Colisée que je vais vous présenter aujourd'hui, c'était de réaliser à la fois un état des lieux du statut sanitaire des lots vis-à-vis des Escherichia coli, et puis de faire un peu le tri dans les pratiques d'élevage les plus à risque par rapport au déclenchement de la colibacillose, mais également aussi d'identifier particulièrement les marqueurs de virulence des souches qui sont aussi les plus à risque
pour le déclenchement d'une colibacillose en élevage. Donc, il y a les deux aspects, à la fois la virulence des souches et les pratiques d'élevage qu'on a étudiées du coup séparément et ensuite ensemble. Donc, on a réalisé deux modèles de facteurs de risque de déclenchement de la colibacillose. Donc, dans l'idée, c'était de vraiment pouvoir faire le tri et puis identifier un peu mieux les leviers de prévention de cette pathologie fortement utilisatrice d'antibiotiques. Donc, l'étude a été réalisée sur 80 élevages de poulets de chair, qui a permis de récolter 1200 souches en tout d'Escherichia coli différentes. Et en parallèle, donc, le recueil de pratiques d'élevage en totalisant une 144 variables, ce qui est assez conséquent. Au niveau des souches, elles ont été isolées et sérotypées par les laboratoires partenaires du projet et caractérisées par PCR au débit, ce qui a permis d'identifier 108 marqueurs en tout de virulence. Tout ceci a été traité avec des méthodes statistiques permettant de réaliser des modèles. Je vais vous passer les détails, mais l'idée, c'était de réaliser à la fois un modèle sur la virulence des souches, un modèle sur les pratiques, et ensuite réunir les deux pour pouvoir conclure sur les leviers de maîtrise de la bacillose. Donc, au niveau de l'état des lieux, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu des prélèvements réalisés à la fois dans l'environnement, donc dans le bâtiment d'élevage avant l'arrivée des poussins, également sur les poussins en eux-mêmes, hein, qui ont été prélevés lors du déchargement des camions à l'élevage, sur les fonds de boîte également des caisses de ces poussins, et sur les poulets une fois la maladie déclenchée. Donc, par rapport à la présence d'Escherichia coli dans l'environnement, on constate après du coup des infections, donc juste avant la mise en place, juste avant l'arrivée des poussins, donc bâtiment normalement propre et désinfecté, que Escherichia coli reste quand même une bactérie fréquemment présente dans l'environnement des élevages. Il est assez difficile de s'en débarrasser puisqu'on a noté la présence de colis donc dans 47% des bâtiments, donc dans presque la moitié des lots. Donc, c'est vraiment une bactérie qui reste dans l'environnement des élevages et sur lequel il est difficile de vraiment éradiquer sa présence en élevage. Sur les poussins, c'est une bactérie qui est également très très présente, ce qui paraît tout à fait logique puisqu'on a dit que c'était une bactérie commensale du tube digestif des animaux. Donc on voit que dans 79% des lots, donc dans une très très forte majorité des lots, elle était présente sur au moins un poussin sur les 10 prélevés au déchargement des camions. Également sur les fonds de boîte, cette proportion augmente encore plus. Donc, on voit que l'isolement, que E. coli a été isolé sur les fonds de boîte dans 95% des lots, ce qui est c'est presque la totalité des lots. Et donc, si on regarde un petit peu l'état des lieux des colibacilloses aviaires, même si la bactérie, donc finalement, est très très présente à la fois dans les bâtiments et sur les poussins, on n'a pas eu, ça n'a pas donné lieu systématiquement à un déclenchement de colibacillose, puisque la fréquence de colibacillose avérée en élevage est retombée à 40% des lots. Donc, en majorité, 2/3 des cas, c'était des colibacilloses précoces dans la première semaine de vie des animaux, dans les premiers jours. Et dans 1/3 des cas, une colibacillose plutôt tardive, donc après le 20e jour d'élevage. Et donc, ce qui a été observé, c'est essentiellement de la mortalité, des lésions septicémiques, et puis l'isolation d'Escherichia coli, l'isolement, d'Escherichia coli sur les organes lésés. Donc, ce qu'on peut déjà conclure de cet état des lieux, c'est malgré la présence assez forte d'Escherichia coli à la fois dans l'environnement et sur les poussins, le déclenchement d'une colibacillose n'est pas une fatalité puisqu'on voit qu'elle n'a été déclenchée que dans 40% des lots, alors qu'elle est présente dans pratiquement la totalité des lots.
Donc justement, la question qui se pose juste après, hein, c'était vraiment l'objet de l'étude, c'est qu'est-ce qui explique le déclenchement réel des cas, à la fois en termes de virulence des souches et en termes de pratique. Donc c'est ce qu'on nous allons voir juste après. Donc les modèles qui ont été réalisés, donc d'une part sur la virulence et d'autre part sur les pratiques, montrent qu'il y a spécifiquement sur la virulence 13 marqueurs de virulence qui sont associés soit négativement ou positivement donc au déclenchement de la colibacillose. Donc en rouge, vous voyez les marqueurs donc qui vont intéresser du coup plutôt les laboratoires d'analyse, hein, lorsqu'ils vont pouvoir repérer ces marqueurs, vont pouvoir du coup associer une probabilité de déclenchement de la colibacillose plus forte. Donc les marqueurs en rouge plutôt favorisant le déclenchement de la colibacillose et les marqueurs en vert plutôt plutôt protecteurs en fait vis-à-vis du déclenchement de la colibacillose. Donc ça, c'est des premiers résultats qui peuvent effectivement beaucoup intéresser les laboratoires d'analyse vétérinaire, puisqu'ils vont pouvoir du coup établir une probabilité de déclenchement, un facteur de risque de déclenchement de la colibacillose quand ils repèrent ces marqueurs sur les bactéries isolées. Au niveau des pratiques, donc les modèles statistiques réalisés ont permis de repérer 9 pratiques que je vais détailler juste après. Deux pratiques plus particulièrement liées à la préparation du bâtiment, 5 pratiques plutôt liées autour de la mise en place de l'accueil des animaux, et puis 2 pratiques plutôt autour de la biosécurité en cours de l'eau des animaux. Alors, dans un premier temps, donc les 2 pratiques vraiment liées à la qualité du poussin à son arrivée en élevage. Donc, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que le manque d'hydratation en fait des poussins assoiffés, en fait, avait 2 fois plus de risques, ou des poussins non assoiffés avaient 2 fois moins de risques de déclencher une colibacillose en élevage. Donc, ce qui veut dire concrètement pour les éleveurs, quand ils repèrent effectivement des lots qui ont soit, enfin voilà, de par les conditions de transport, la durée, la distance, enfin les conditions de transport d'une manière générale des poussins assoiffés à l'élevage, c'est vraiment d'être particulièrement vigilant à l'hydratation des animaux dès les premiers instants, dès les premières heures à l'arrivée, pour justement essayer de pallier ce facteur de risque. L'homogénéité du lot est effectivement également impliquée dans le facteur de risque de déclenchement de la colibacillose, puisque les lots plutôt homogènes avaient 3 fois moins de risque de déclenchement de la colibacillose. Donc là encore, les leviers d'action qu'on peut imaginer au niveau de l'éleveur, c'est être vigilant justement à l'hétérogénéité ou l'homogénéité du lot, et donc du coup à réaliser soit du tri, ou être très vigilant justement à favoriser l'alimentation et l'abeuvrement des animaux les plus petits pour justement diminuer les risques de déclenchement de la colibacillose. Donc ces résultats sont en cohérence aussi avec d'autres études qui montrent, réalisées par exemple sur de l'éclosion à la ferme, qui montrent plutôt des risques moindres de déclenchement de cette pathologie, avec un stress moins important des poussins. Donc, au niveau des conditions d'accueil, ce qu'on peut voir ici, c'est l'importance de la désinfection du bâtiment et de la qualité de l'eau d'abreuvement. Alors, ce qui a été obtenu comme variable significative sur la désinfection du bâtiment, c'était les désinfections réalisées en thermonébulisation, donc ont 7 fois moins de chances de déclenchement de la colibacillose. Alors, ce qu'il faut essentiellement retenir de cette donnée-là, c'est pas le type de matériel ou de technique utilisée pour désinfecter le bâtiment, mais plutôt la qualité de la désinfection. Il vaut mieux effectivement une bonne thermonébulisation qu'une pulvérisation mal réalisée. S'assurer qu'on a effectivement bien désinfecté l'ensemble du bâtiment, y compris
les endroits les moins accessibles pour du coup diminuer les risques de déclenchement de colibacillose. Pareil sur la qualité de l'eau de boisson, le traitement au chlore donc s'est avéré plus à risque par rapport au déclenchement de la colibacillose. Or, on sait que derrière, finalement, ce n'est pas le traitement au chlore qu'il faut remettre en cause, mais plutôt l'observance du bon traitement. On sait que le traitement au chlore est peut-être plus sensible à certaines qualités de départ d'eau de boisson, notamment le pH. Et donc, sa mise en œuvre peut parfois être plus délicate et donc son efficacité également plus délicate à garantir. Donc, sur les élevages équipés de traitement au chlore, il faudra être vigilant en fait à l'efficacité du traitement et contrôler régulièrement en fait le taux de chlore en bout de ligne pour s'assurer que le traitement mis en place est efficace et donc du coup fournir aux animaux une bonne qualité d'eau. Les conditions d'ambiance sont également ressorties comme favorables ou délétères, tout dépend de comment on prend le graphique, mais en tout cas l'hygrométrie est ressortie comme une variable d'importance par rapport à la maîtrise de ces colibacilloses. On voit ici que l'hygrométrie inférieure à 53% avait 2 fois moins de risque de déclenchement de la colibacillose. Alors, on a plusieurs hypothèses d'explication pour expliquer cette variable. C'est d'une part par rapport au poussin en lui-même, au stress, la gestion du poussin en lui-même. Donc, s'il est dans une ambiance plus humide, il aura sa température corporelle risque de diminuer également, et donc il va dépenser beaucoup plus d'énergie à se réchauffer, à se sécher, à se réchauffer, plutôt qu'à développer effectivement son système immunitaire, et donc il risque d'être un peu plus fragilisé par ces conditions-là. D'autre part, un taux d'hygrométrie plus élevé peut peut témoigner en fait d'un renouvellement de l'air insuffisant et donc favoriser une moins bonne oxygénation des poussins, et donc effectivement favoriser des conditions moins intéressantes, moins favorables pour le développement des poussins, et donc le mettre dans des conditions plus à risque par rapport au déclenchement de certaines pathologies. Les ambiances humides sont également plus favorables au développement des Escherichia coli dans les bâtiments. Donc, toutes ces hypothèses permettent d'expliquer que cette variable-là est ressortie comme vraiment associée au déclenchement des colibacilloses. Donc là-dessus, il convient aux éleveurs, en termes de levier d'action, d'être particulièrement vigilants à l'étalonnage des sondes présentes dans le bâtiment, puisqu'on sait que ces sondes interviennent dans la régulation de l'ambiance des bâtiments, le déclenchement des ventilateurs et donc le renouvellement de l'air. Donc l'étalonnage des sondes des bâtiments est un levier d'action important à mettre en œuvre pour s'assurer que déjà la lecture des données, des paramètres d'ambiance qui vont servir à la régulation du bâtiment se fait correctement. On voit également que la mise en place, la manière de mettre en place les poussins dans le bâtiment, notamment l'utilisation ou non de containers, est ressortie dans cette étude comme l'utilisation de containers comme 2 fois plus à risque de colibacillose. Donc là, on relie ça à l'hypothèse d'explication que l'on a émise pour expliquer cette variable. C'est la manipulation des poussins avec un container. Donc, on manipule 2 fois le poussin, on rentre le container dans le bâtiment avec un déchargement. Les poussins tombent du container. Donc, ça génère du stress en plus pour l'animal qui n'est pas forcément très favorable au non-déclenchement d'une pathologie derrière.
De plus, voilà, on peut se poser peut-être la question également du bon nettoyage des infections de ces conteneurs, avec aussi une machine qui rentre dans le bâtiment qui est censé être propre, donc qui potentiellement peut favoriser l'introduction de germes. Donc ces pratiques-là sont, avec les hypothèses d'explication que je viens de donner, sont potentiellement plus à risque par rapport au déclenchement de la colibacillose. Au niveau des vecteurs de contamination, donc ce qu'on a pu voir également, donc toujours sur le déchargement des poussins, c'est que les entrées contrôlées, c'est-à-dire en fait qui est tout le temps les mêmes personnes qui restent dans le bâtiment, qui récupèrent les caisses à l'entrée du portail, et d'autres personnes qui s'occupent de décharger du camion, ce qui permet d'éviter les allées et venues en fait entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Les personnes qui sont dans le bâtiment y restent et les personnes à l'extérieur y restent, donc ça évite en fait les contaminations entre l'extérieur et l'intérieur. Donc quand les entrées étaient contrôlées de cette manière lors du déchargement des poussins, on voit qu'il y a 3 fois moins de risque de déclenchement de colibacillose derrière. Donc c'est un paramètre assez important à mettre en place. Donc c'est l'organisation finalement du chantier de déchargement des poussins qui est à prendre en considération. On a vu également que la lutte contre les rongeurs ressortait comme une variable également à risque avec 1,5 j'ai du mal à lire sa diapositive, 1,3, je pense, fois moins de chances de déclencher la colibacillose quand les éleveurs faisaient appel à une entreprise. Alors, on pense que globalement, le fait de faire appel à une entreprise, même si c'est pas 100% vrai à chaque fois, mais permet quand même un suivi plus régulier et une observance de la réalisation des plans de dératisation plus importante, ce qui permettrait éventuellement d'expliquer ce résultat. Le camion d'équarrissage également, donc quand celui-ci passait largement à plus de 50 mètres des bâtiments d'élevage en cours de l'eau, on voit qu'il y a 2 fois moins de chances de déclenchement de la colibacillose. Donc ça, c'est des facteurs de risque assez classiques retrouvés également pour d'autres pathogènes qui s'expliquent assez facilement, l'équarrissage pouvant véhiculer avec lui un certain nombre de pathogènes. C'est pas du tout surprenant de le retrouver comme facteur de risque prépondérant pour cette étude. Alors, comme je vous le disais, donc en préambule, donc il y a eu deux modèles de réaliser. L'un sur les souches, donc je vous ai expliqué brièvement qu'il y avait 13 souches, 13 marqueurs de virulence qui ont été associés à plus de risques de déclenchement de la colibacillose. Le modèle plutôt sur les pratiques que je vous ai largement développé ici. Et donc, quand on a réuni en fait ces deux modèles, on voit que d'une part, quand on a des pratiques défavorables plus des souches avec des marqueurs de virulence défavorables, on a de très très fortes 99% de chances d'avoir un déclenchement de colibacillose. Donc jusqu'ici, c'est assez logique. Au contraire, donc toujours assez logique. Donc, quand on a des pratiques d'élevage plutôt protectrices et à la fois des souches peu virulentes, donc qui ne présentaient pas ces marqueurs de virulence, on a également peu de risque de déclenchement de colibacillose. Donc jusqu'ici également des résultats assez logiques. Là où c'est assez intéressant, c'est donc la troisième ligne que vous voyez ici. C'est-à-dire que quand on a des pratiques plutôt défavorables par rapport aux 9 pratiques que je vous ai détaillées plus haut, mais qu'on a des souches qui a priori n'ont peu ou pas de facteurs de marqueurs de virulence, on peut aussi avoir quand même des risques assez importants de déclenchement de colibacillose. Donc en fait, ce résultat-là sur la troisième ligne montre en fait l'importance, la prépondérance finalement des pratiques d'élevage sur la maîtrise du déclenchement de la colibacillose. Et donc par contre, quand on a des souches et donc le quatrième résultat va aussi dans ce sens, puisque quand on a des pratiques d'élevage plutôt protectrices
par rapport aux 9 pratiques que je viens de détailler, mais qu'on a également des souches avec des marqueurs de virulence plutôt défavorables, on a peu de chances finalement de déclenchement de la colibacillose. Donc en fait, ces 2 dernières lignes montrent bien vraiment l'importance des pratiques d'élevage, de la maîtrise de ces pratiques d'élevage, malgré la présence de marqueurs de virulence sur les souches. On peut arriver à maîtriser donc la colibacillose en élevage avec ces pratiques d'élevage. Donc bien sûr, le risque zéro n'existe pas, hein, mais on met plus de chances de notre côté si on maîtrise ces pratiques d'élevage. Donc pour conclure sur cette présentation, donc c'est ce que je viens de dire à l'instant. Donc la colibacillose, effectivement, les Escherichia coli, on en retrouve un peu partout, à la fois dans l'environnement, à la fois sur les poussins, mais ce qui n'est pas du tout étonnant, hein, puisque c'est une bactérie qui est commensale du tube digestif. Mais par contre, le déclenchement de la colibacillose n'est pas une fatalité. Donc les pratiques certaines pratiques d'élevage en particulier sont à maîtriser. Cette étude a permis de mettre en avant vraiment des pratiques particulièrement à risque. Donc la prévention permet de réduire l'expression clinique de la maladie. Donc on voit l'importance, la vigilance qu'il faut apporter autour de l'accueil du poussin à l'élevage, donc notamment autour de la désinfection du poulailler, qui est vraiment un point de vigilance très important. Également la qualité de l'eau de boisson et du traitement, donc être vraiment vigilant à l'observance à l'efficacité du traitement mis en place, hein, qu'il soit au chlore, au peroxyde ou autre type de traitement. En fait, l'important, c'est vraiment de vérifier que le traitement mis en place est efficace, ne pas laisser faire la machine toute seule, c'est vraiment faire attention, être vigilant, vérifier au moins une fois par semaine, sinon plus, dans les premiers jours du moins, que le traitement mis en place est efficace pour traiter l'eau de boisson. L'importance de la maîtrise de l'ambiance, et donc ça, voilà, encore une fois, les leviers d'action qui sont disponibles au niveau de l'éleveur, c'est vraiment vérifier, notamment lors du vide sanitaire, que les sondes en place, les sondes de température, d'hygrométrie, éventuellement de CO2, s'il y en a, sont correctement étalonnées, fonctionnent correctement, qui permettra de donner des bonnes indications du coup à l'automate de régulation de l'ambiance, de contrôle des appareils de chauffage et de ventilation, pour du coup fournir aux animaux de bonnes conditions du coup d'accueil et de vie. Le respect des besoins des poussins est également essentiel, avec la limitation du stress, notamment lors du déchargement, comme nous l'avons vu. Et on voit effectivement ici sur la photo, donc la mise en place de papier permet de multiplier effectivement les points d'alimentation lors de l'arrivée des poussins pour effectivement permettre une hydratation et une alimentation très précoce dès l'arrivée du lot en élevage. Et ce que je disais tout à l'heure sur les études sur l'éclosion à la ferme, donc on montre moins de mortalité, donc avec ces animaux qui peuvent se nourrir tout de suite effectivement dès la naissance, ce qui va dans le sens des résultats qu'on le voit ici. L'éleveur, au niveau de ses leviers d'action, c'est vraiment le rôle d'observateur du comportement de ces animaux pour pouvoir réagir rapidement si on voit que les animaux sont assoiffés ou ne s'alimentent pas bien. Voilà, c'est vraiment veiller, être observateur du comportement, de la répartition des animaux, voilà, de l'hétérogénéité aussi du lot. Est-ce qu'il y a des petits, des gros? Voilà, l'hétérogénéité dans l'eau est importante à regarder dans les premiers jours, dans les premiers instants de vie des animaux, dans les premiers jours d'élevage. Et puis plus globalement, l'importance des mesures de biosécurité. Alors là, ça ne vaut pas que pour la colibacillose, mais on l'a montré ici dans cette étude sur la colibacillose, et notamment la maîtrise du risque d'introduction d'agents pathogènes dans le poulailler, hein, que ce soit lors du déchargement des poussins. Donc c'est dommage d'avoir vraiment tout désinfecté, bien nettoyé son bâtiment, si au moment du déchargement des poussins, on laisse entrer voilà, des personnes avec possiblement
des agents pathogènes voilà, qui reviennent contaminer le bâtiment. C'est vraiment important de contrôler la circulation dans le bâtiment. Également, tout ce qui est dératisation, les nuisibles qui peuvent véhiculer des pathogènes. Donc pour aller plus loin, c'était ce projet Colisée. Donc je vous ai présenté l'action qui portait vraiment sur la compréhension des facteurs de risque de déclenchement de colibacillose, mais ne comportait pas que cette action. Donc il y a de nombreux articles techniques et scientifiques qui ont été publiés autour de ce projet pour tout connaître voilà, sur les travaux de conduit et le détail des résultats. Je vous encourage à aller voir ces articles. Donc la plupart sont publiés sur le site internet de l'ITAVI. Et sinon, à contacter ma collègue Julie Puterflamme pour avoir accès à ces articles. Il y a eu également, de par le consortium du projet, donc de nombreux échanges avec les cabinets vétérinaires qui sont partenaires du projet, également les éleveurs qui ont participé, qui a permis derrière de bien mieux comprendre un petit peu les freins et leviers à l'application de ces pratiques. Donc sur le site internet de l'ITAVI, vous pouvez d'ores et déjà retrouver de nombreux outils ciblés sur les leviers spécifiques qu'on vient d'identifier dans cette étude. Notamment, je vous ai remis les travaux qui avaient été conduits sur la qualité de l'eau. On peut également aussi citer les travaux qu'on avait réalisés sur la maîtrise du CO2 et des conseils d'étalonnage des sondes, notamment hygrométrie, mais également CO2. Également des conseils sur l'évaluation de la biosécurité, de nettoyage des infections. Et cette étude donc, nous permet, nous aussi, d'envisager d'autres outils pratiques voilà, pour du coup favoriser l'observance de ces bonnes pratiques d'élevage en ciblant du coup sur les pratiques qui ont été identifiées dans ce projet. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je tenais à remercier à la fois le CASDAR et le CIPC pour leur soutien financier à cette étude, également les organisations de production et les éleveurs qui ont accepté de participer à l'étude et de recevoir les enquêteurs tout au long du projet. Merci également à l'ensemble des partenaires, donc l'ANSES, Finalab, Resalab, Labocea, Oniris, qui ont contribué à ce projet, donc ce projet multipartenarial qui a impliqué de nombreuses compétences et de nombreux partenaires que je tenais à remercier à présent. Donc ce projet a été réalisé dans le cadre également de l'UMT Sanivol. Donc je vous remercie de votre attention. Je vais à présent vous présenter des retours d'expérience sur l'utilisation des huiles essentielles guidées par le phytogramme sur la prévention sanitaire en élevage. Ce travail a été mené en partenariat avec Réseau Cristal et INRAE. Il s'agit d'une partie du projet Colfi2. La colibacillose est une pathologie qui est très fréquente en élevage de volailles. Comme l'a précisé précédemment Nathalie, c'est la première cause d'utilisation des antibiotiques et une cause majeure de saisie et de perte économique. Le traitement de la colibacillose passe très souvent par des antibiotiques utilisés après un antibiogramme, donc ciblés sur des substances actives contre le germe présent dans l'élevage, mais dans un contexte de lutte contre l'antibiorésistance et de diminution de l'utilisation des antibiotiques, on recherche bien évidemment des solutions alternatives aux antibiotiques. Mais il existe peu d'informations sur ces usages et on peut disposer également d'un outil un petit peu semblable à l'antibiogramme, qui est le phytogramme, qui permet d'orienter le choix du vétérinaire pour la bonne solution alternative. Donc, il est intéressant de creuser un petit peu ces solutions et d'essayer d'objectiver les retours d'utilisation des huiles essentielles et du phytogramme sur le terrain auprès de vétérinaires, d'éleveurs et de techniciens. Et donc, c'est l'objet de cet essai que je vous présente.
Donc, la zone d'étude était répartie à 2/3 dans le nord-ouest de la France et 1/3 dans le sud-est de la France, donc dans les principales zones de production. Et on s'est intéressé aux élevages en production certifiés et standards, du poulet dans un premier temps, ayant une récurrence en colibacillose et ayant eu recours aux huiles essentielles et aux phytogrammes. Dans un deuxième temps, comme on a eu un faible retour avec les éleveurs de poulets, on a demandé à des éleveurs de canards mulards de rejoindre l'étude, sachant que ces canards devaient être en claustration parce que on voulait éviter toute interférence avec les plantes du parcours. De même, les élevages en production certifiée standard devaient être aussi en claustration. Et ce sont les organisations de production qui figurent en bas de cette diapositive qui ont participé à l'étude. Je vais bien maintenant vous présenter les résultats. L'échantillon d'éleveurs comportait donc 12 éleveurs avec 8 éleveurs de poulets, 4 éleveurs de canards. Les éleveurs étaient soit exclusivement éleveurs de volailles, soit étaient aussi éleveurs de bovins ou producteurs de céréales. Les éleveurs étaient engagés pour la plupart dans un plan de progrès sanitaire et utilisateurs assez récents du phytogramme, puisque 6 éleveurs sur les 12 n'avait réalisé qu'entre 1 et 10 phytogrammes. On s'est intéressé aux motifs d'utilisation des huiles essentielles par les éleveurs. 6 d'entre eux utilisent des huiles essentielles lorsqu'il y a une pathologie dans l'élevage. Pour 2 d'entre eux, dès le début des symptômes ou au début de la mortalité pour un autre. 2 éleveurs les utilisent en prévention lors de l'eau à risque, c'est-à-dire lorsqu'on a eu une analyse colibacille positive au démarrage, et un éleveur utilise les huiles essentielles systématiquement sur tous ses lots au démarrage. La première utilisation s'est faite soit sur recommandation du vétérinaire et ou du technicien, soit par obligation du cahier des charges, et un seul cas a été une recommandation d'un commercial. Quelles sont les attentes vis-à-vis des huiles essentielles? Alors, vous avez des petits pictos, un vétérinaire, éleveur, vous avez pu constater, et il y a aussi le technicien en jaune qui vous permettent d'appréhender un petit peu mieux les réponses en fonction des différents types de catégories de répondants. Et je vous ai mis également des lettres E pour éleveur, V pour vétérinaire, pour préciser un petit peu mieux les réponses des différents répondants pour chacun des items. Donc, les attentes sont avant tout, que ce soit pour les vétérinaires ou pour les éleveurs, des résultats, une bonne efficacité du produit qui va se juger sur la diminution de la mortalité ou des troubles et sur l'amélioration des performances, une rapidité d'action du produit, ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec les huiles essentielles, un effet curatif, considère les huiles essentielles comme une bonne alternative efficace aux antibiotiques chez 10 éleveurs et 4 vétérinaires, mais aussi en prévention des maladies, cet effet-là étant un petit peu moins recherché. Les huiles essentielles sont un traitement réussi lorsqu'on a un certain nombre de facteurs qui sont présents. C'est-à-dire que l'important pour que le traitement soit réussi, c'est de choisir le bon produit, la bonne indication, donc d'avoir évidemment une substance qui va avoir une activité antibactérienne qui va être ciblée sur le germe qui est présent dans l'élevage, et on verra tout à l'heure que le phytogramme va nous aider pour ça. Le respect du protocole d'administration, la durée et la dose est un élément également important pour de très nombreux éleveurs. La qualité de l'eau et la propreté du circuit, évidemment, jouent un rôle. La bonne consommation du produit, les animaux doivent avoir bu l'intégralité de leur dose, et l'administration dès les premiers signes de maladie. C'est un élément important parce que comme on a une rapidité d'action qui est moins importante que celle des antibiotiques, eh bien, on doit administrer les huiles essentielles d'autant plus précocement pour éviter d'arriver trop tard. Si la maladie est déjà trop avancée, on sera obligé de passer aux antibiotiques. Donc, il faut anticiper. Et c'est pour ça que certains éleveurs pensent que l'administration au démarrage est aussi un facteur de réussite du traitement.
Le phytogramme va nous aider à choisir le bon produit. C'est une technique qui a été développée en 2014 par le réseau Cristal et qui permet de tester l'activité antibactérienne d'une spécialité à base d'huile essentielle en mesurant le diamètre d'inhibition de la souche testée à différentes concentrations de la spécialité. Donc, ce test va permettre de choisir la spécialité à utiliser dans l'élevage en fonction de l'activité antibactérienne mesurée. Comment réalise-t-on un phytogramme en pratique? Eh bien, on va faire des prélèvements sur un animal amené au laboratoire veto pour autopsie. On va les mettre en culture et on va pouvoir isoler des souches de colibacilles. C'est la phase préalable d'isolement de la bactérie. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va faire le phytogramme avec donc mise en culture de ces souches de colis sur une gélose qui comporte des petits disques imbibés de spécialités d'huile essentielle à différentes concentrations. Et au bout de 24 à 48 heures, on mesure les diamètres d'inhibition observés et on choisit la spécialité avec le diamètre d'inhibition le plus élevé. Et ensuite, on l'administrera évidemment aux animaux dans l'élevage. Le prescripteur du phytogramme principal est le vétérinaire, un petit peu le technicien, dans une moindre mesure, et les éleveurs ont une grande confiance dans la prescription de leur vétérinaire. Le phytogramme est perçu par la plupart des éleveurs comme l'outil qui permet le choix du produit le plus efficace, un produit à base d'huile essentielle le plus efficace, adapté aux problèmes de l'élevage. Les techniciens rejoignent évidemment cette perception, mais on note quand même certains techniciens qui n'ont pas assez de recul sur l'outil et un certain besoin d'information qu'on retrouvera tout à l'heure. Dans quel cas le phytogramme a-t-il de l'intérêt? Eh bien, pour les éleveurs et pour le technicien, c'est un outil intéressant en cas de problème sanitaire pour choisir la spécialité à base d'huile essentielle adaptée aux problèmes rencontrés dans l'élevage et dans une moindre mesure en prévention des maladies. Les vétérinaires y voient un outil intéressant pour les élevages sous cahier des charges, là encore évidemment dans l'optique d'une utilisation alternative aux antibiotiques. Ils ajoutent que l'utilisation est intéressante en cas de faible mortalité. En effet, on ne pourra pas utiliser d'huile essentielle si la mortalité est déjà trop avancée. Comme on l'a vu tout à l'heure, il faudra passer directement aux antibiotiques. Et le phytogramme permet d'encadrer la prescription d'huile essentielle en justifiant le choix sur le pathogène de l'élevage. La spécialité qui va être utilisée dans l'élevage suite au phytogramme à base d'huile essentielle va être prescrite selon les recommandations du vétérinaire et du technicien, la plupart du temps, de manière plus ou moins conjointe. Alors, le phytogramme va être intéressant évidemment dans le cadre d'un problème dans l'élevage, puisqu'il va permettre de choisir la bonne huile essentielle qui va être adaptée au problème visé. Évidemment, il aura moins d'intérêt en l'absence de pathologie. Et d'autres maladies qui ne sont pas forcément visées par l'utilisation d'huile essentielle, des bactéries pour lesquelles les huiles essentielles ne vont pas avoir d'activité antibactérienne, bien évidemment, dans ce cadre-là, le phytogramme ne va pas être forcément très intéressant. De même, si on arrive déjà un petit peu tard dans la maladie, le phytogramme ne sera pas intéressant parce que l'utilisation de l'huile essentielle derrière ne sera pas forcément intéressante. Donc, dans quel cas le phytogramme a-t-il peu ou pas d'intérêt? Si on n'a pas de pathologie, si on n'a pas d'utilisation d'huile essentielle par la suite, suite à différentes causes, et si on arrive trop tard. Quelles sont les améliorations constatées suite à l'utilisation du tandem huile essentielle plus phytogramme? Eh bien, de manière unanime, les vétérinaires, les éleveurs et les techniciens jugent que le tandem huile essentielle plus phytogramme est un outil efficace, utilisable en alternative aux antibiotiques, qui donne des résultats au moins aussi bons, avec des indices de satisfaction compris entre 70 et 100%. On observe de la baisse de la mortalité, de la baisse de la morbidité, une baisse des taux de saisie, une correction des troubles, un faible usage des antibiotiques et les techniciens mettent en avant également le confort de l'éleveur et les vétérinaires pointent l'anticipation de l'éleveur dans sa gestion sanitaire. Ça oblige l'éleveur à anticiper encore plus les problèmes.
Donc, les éleveurs ont pointé également un certain nombre d'améliorations pour les huiles essentielles, une odeur moins forte, un meilleur goût, une texture qui ne bouge pas les pipettes, une plus grande rapidité d'action des produits. Ça, c'est un petit peu le point à travailler sur les huiles essentielles par rapport aux antibiotiques. La rapidité d'action est moindre, ce qui oblige évidemment une anticipation plus grande. Et puis, augmenter l'éventail des produits disponibles, certains éleveurs se plaignant de retomber finalement toujours sur les mêmes spécialités, quel que soit le résultat du phytogramme. On note aussi un besoin de formation et d'information des éleveurs et des techniciens. En effet, la réglementation concernant les huiles essentielles est peu connue. De même, les risques liés aux résidus dans les denrées et les risques pour l'utilisateur. Euh, on note également un besoin de formation sur les mécanismes d'action des huiles essentielles et les différentes indications sur quel type de trouble. Un 4 pages est en cours de finalisation pour expliquer l'usage des huiles essentielles et l'intérêt du phytogramme comme outil de diagnostic pour répondre à ce besoin de formation. Alors, l'étude que je vous ai présentée était la partie d'un projet plus large, donc Colfi 2, qui avait aussi pour objet d'évaluer et de tester des spécialités commerciales sur un modèle de portage. Mais ce qu'on peut conclure, en tout cas, des retours terrain de l'utilisation des huiles essentielles et du phytogramme, c'est que, d'une part, l'utilisation de spécialités à base d'huiles essentielles est une stratégie sanitaire préventive qui est intéressante et qui est complémentaire aux autres mesures de gestion sanitaire, comme la biosécurité par exemple, pour réduire l'usage des antibiotiques en élevage. Les facteurs de réussite de cette utilisation sont la sélection du produit efficace dans le contexte de l'élevage, une utilisation précoce et selon les bonnes indications. Et pour la partie sélection du produit efficace dans le contexte d'élevage, le phytogramme se révèle un outil intéressant qui permet de bien cibler l'utilisation des produits à base d'huile essentielle. Alors, comme on est dans un contexte où l'usage de ces produits à base d'huile essentielle se développe en alternative aux antibiotiques face à la pression sociétale, il est important de pouvoir aider et accompagner les éleveurs pour cette utilisation. Et donc, notre étude va permettre de créer des outils d'information pour les éleveurs et pour les techniciens sur l'usage des huiles essentielles et l'intérêt du phytogramme comme outil de diagnostic. Je vous remercie de votre attention.